Et l'art de persuader prend en considération 5 éléments que nous allons voir durant cette formation. Le premier élément, c'est l'image qu'on transmet. Quelle est l'image que je transmets aux autres ou à ceux que je souhaite persuader? C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les arguments logiques que j'utilise pour convaincre ou pour pousser les autres à adhérer. Troisième chose, c'est quelles sont les émotions que je mets en avant dans le contexte en question afin de pouvoir convaincre. La quatrième chose, c'est un élément fondamental, c'est une figure de style qui s'appelle les métaphores. Quelles sont les métaphores que j'utilise pour bien me faire comprendre? Et la cinquième chose, c'est comment est-ce que je fais pour être concis, précis dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans les sentiments que j'exprime. Voilà les 5 éléments que nous allons voir qui vont vous permettre d'être quelqu'un de mieux persuasif en développant cet art qui est indispensable dans tout ce que vous faites. On va commencer par le premier élément, c'est-à-dire l'image que vous transmettez. Tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples en disant « ta coiffure n'est pas pertinente pour ce que tu fais ». J'ai pris le même exemple avec la dame en parlant de sa coiffure. En réalité, là, nous sommes sur le premier élément. Quelle est l'image que je reflète? L'image que je reflète dépend de l'objectif, 1, que je veux atteindre, et 2, la perception que je souhaite transmettre aux autres pour atteindre mon objectif. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Si on vous dit dans 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez être dans 10 ans? Dans 10 ans, je souhaite être une bonne entrepreneuse avec à mon actif plein de business dans le digital, dans l'agroalimentaire. Là, on est obligé de prendre le 5e élément que j'ai dit tout à l'heure. Être concis. Être bonne entrepreneuse, ça ne veut rien dire. Dans le digital, c'est le fourre-tout de tous les jeunes, de tous les étudiants. Je fais dans le digital. Le digital, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Tu vas être plus concise. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux réaliser? Dans 10 ans, je souhaite avoir un centre de formation en community manager et avoir des restaurants. Un à Douala, notamment un à Douala, un à Yaoundé. Est-ce que les deux sont cohérents? Là, on entre maintenant dans le logo, c'est-à-dire la logique. Est-ce qu'un centre de community manager et les restaurants à Yaoundé, Douala, est-ce que les deux sont cohérents? Pas totalement. Comment tu vas donc persuader? Parce que là, c'est deux arguments qui ne sont pas cohérents. Ils peuvent être cohérents si tu es plus concise, plus précise. Dans 10 ans, je souhaite avoir un centre de formation en community manager et aussi avoir en parallèle d'autres activités, surtout dans la restauration, en ouvrant des restaurants dans les villes de Douala et Yaoundé. Je vais poser une autre question. Pourquoi tu veux avoir un centre de community manager? Quel est ton pourquoi? Pour quelle raison? Mon pourquoi, c'est parce que l'outil informatique à la base me plaît et j'ai un BTS en génie logiciel. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment laisser ma marque dans ce secteur d'activité. Est-ce que tu sais que si tes enseignants entendent ce que tu viens de dire, là, ils vont se suicider chacun? Ils vont prendre une corde, ils montent, ils attachent, ils poussent la chaise. Il dit que donc on t'a formé en génie logiciel pour que tu crées un centre de community manager. Ça veut dire que ça n'a servi à rien notre formation.
On s'attendra à ce que tu dises, je vais créer un centre des programmeurs dans ce pays qui vont permettre à ce qu'on n'utilise plus jamais des logiciels comme Microsoft Word, surtout dans le cloud, où ces personnes utilisent les informations stratégiques de nos thèses, de nos mémoires, pour pouvoir les implémenter dans leur pays et breveter nos inventions. C'est inadmissible. Moi qui ai fait génie logiciel, il est important que je puisse identifier d'autres personnes qui ont des compétences dans ce domaine parce qu'ensemble, nous allons créer un logiciel qui va être le Microsoft Word Killer. C'est cohérent, non? Est-ce que ce que tu dis est cohérent? Je veux un centre de community manager, les restaurants à Yaoundé, là. J'ai une formation en génie logiciel. Je comprends qu'elle ne peut pas me persuader. Ça ne sert à rien. Donc je vais seulement essayer d'écouter parce que je suis poli. Et dès qu'elle va finir, je vais dire vraiment magnifique. Je trouve que ce que vous faites est extraordinaire. Est-ce que vous avez une carte de visite? Ou le lien de votre page? Dès qu'elle va me donner le lien ou la carte, je vais dire, on va vous contacter. Et puis, je vais envoyer ça dans la corbeille. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 10 ans? Bon, moi, dans 10 ans, je veux avoir une grosse boîte de cartographie et télédétection. Une grosse boîte de cartographie et de télédétection. Ça veut dire qu'il y a les petites boîtes de cartographie et de télédétection, c'est ça? Oui, il y a les bureaux d'études. C'est quoi la différence entre une petite et une grande boîte de cartographie? Non, les petits bureaux d'études, là, ils n'ont pas trop de grands marchés. C'est quoi un grand marché? Et on ne les connaît pas trop. C'est quoi un grand marché? Un grand marché, c'est un marché qui peut produire beaucoup de millions. Beaucoup de millions, c'est à partir de combien de millions? À partir de 6 millions, c'est beaucoup de millions. Ça veut dire que si un cabinet fait 4 millions tous les mois, c'est un petit cabinet. Quand même, dans ce domaine... 4 millions tous les mois, c'est quand même plus de 40 millions par an. Ça reste un petit, c'est ça? Ouais, ce n'est Ça pas veut dire que vous voulez faire combien par an? Avoir le milliard. C'est plus précis. Milliard, combien? 5 milliards, 10, 20? Parce que j'ai dit 10 ans. En 10 ans, en disant 10 milliards. 10 milliards, d'accord. Ça veut dire pratiquement 1 milliard chaque année à partir de cette année. À partir de 2023. À partir du moment où la boîte va naître, oui. La boîte va naître quand? On dit 10 ans. Ça veut dire que dès janvier, là, la boîte doit d'abord naître pour qu'à partir de fin 2023, on soit déjà en train de tendre vers l'objectif de 10 milliards sur 10 ans. Ça veut dire au moins 1 milliard par an. Oui. Bon, la boîte va naître, disons, dans 2 ans quand je vais finir de me former. Mais ça va faire que dans 10 ans, ça veut dire que tu auras 8 ans pour faire 10 milliards. J'aurai 10 ans pour faire 10 milliards. Non, ça veut dire que tu auras 8 ans pour faire 10 milliards. Puisque tu vas lancer la boîte dans 2 ans, donc tu as perdu 2 ans sur les 10 ans. Il va rester 8 ans pour faire 10 milliards qui est l'objectif dans 10 ans. Oui, c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui empêche que tu lances la boîte maintenant? Qu'est-ce qui manque? Pas l'argent, mais j'estime que je ne suis pas assez compétente. Qu'est-ce qu'il faut pour être compétente? Améliorer mes capacités dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer tes capacités? Mieux travailler. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux travailler dès ce soir? Il ne faut rien, il faut juste que je me concentre bien. Commence à travailler mieux ce soir. Commence, dès qu'on finit là, tu commences à travailler mieux. Et tu lances ça en janvier et décembre. Ça marche? Pas totalement. Qu'est-ce qui va manquer en janvier? Créer une entreprise, c'est beaucoup de... Ça Et passe 10 pas jours beaucoup d'étapes. maximum, 10 jours. 10 jours. Oui. Encore que tu peux travailler dans une entreprise qui est déjà créée. Oui, c'est ce que j'essaie de Et faire. qui peut se faire demain. Non, pas dans ce pays. Tu veux faire dans quel pays? Dans ce pays, c'est impossible parce que déjà pour trouver déjà seulement le simple stage, on va te Si je t'aide à trouver un stage demain, tu commences? Oui. Dans quel type d'entreprise tu veux faire un stage? Dans un bureau d'études de cartographie et télédétection. D'accord. Et comment tu vas faire pour gagner les marchés si on te prend demain? Tu sais comment faire pour gagner les marchés? Faire parler ma compétence, oui. En quoi faisant? En améliorant ce qu'ils ne font pas. Bon, en développant ce qu'ils ne font pas. En leur montrant... C'est trop vague. Non. Qu'est-ce qu'ils ne font pas et que toi tu fais? Alors que tu dis que tu n'es pas assez compétente. C'est-à-dire que tu dépasses tout un cabinet. Tu dis que tu n'es pas assez compétente et tu dis que tu vas venir d'un cabinet qui existe depuis 20 ans, leur montrer ce qu'ils ne font pas encore. C'est-à-dire que tu es plus compétente que... Ça dépend de ce qu'ils ne font pas que je vois.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais déjà bien qu'eux, ils ne font pas? Si je ne connais pas le bureau, je ne peux pas savoir. Prends un exemple de bureau que tu connais, où tu fais mieux ce qu'ils font actuellement. Tu n'es pas obligé de citer un nom. Tu dis, il y a un bureau là, ils font dans ça, mais moi, je peux faire ça en mieux. C'est quoi que tu peux faire en mieux du bureau que tu identifies? Je peux mieux faire le cadre. Tu peux mieux faire leur cadre. Et tu attends 2 ans pour créer ton entreprise. Fais une entreprise qui fait juste les cadres. Et là, tu feras déjà mieux qu'eux. Et tu pourras gagner des marchés rien que des cadres. Ou être sous-traitante de cadres uniquement. Qu'est-ce qui empêche de faire ça demain? Puisque tu as déjà la compétence, c'est fini, non? C'est bon? Donc, oui. Demain, tu commences. Oui, oui. Ok, tu vas donc nous produire un contenu ce soir qu'on va mettre sur Internet demain pour que les gens te contactent déjà pour faire des cadres. Ça marche? Ok, parfait. On va applaudir pour elle. 10 ans. Bon, je vais porter ma casquette d'entrepreneur pour répondre. D'accord. Avec ma marque Malia qui fait dans la transformation de soja, notamment le yaourt de soja, oui. Dans 10 ans, j'aimerais être la concurrente de Camley au niveau national et international. Donc tu vas être concurrente d'une entreprise qui est presque en faillite. si j'ai bien compris. Je n'avais pas cette information. Ça veut dire que tu ne fais pas de recherches. Une entreprise en train de mourir, tu vas être concurrente dans 10 ans. Peut-être ils seront plus là. Peut-être ils seront, il y a fini depuis. Bon, quand je prends l'exemple... Vous ne voyez pas que leurs produits sur le marché ont diminué, ont presque disparu. Et ça ne te dit rien. Non, ça veut dire que... Bon, comment tu vas être concurrente d'un fantôme? Bon, quand tu dis concurrente, ça veut dire que ce sont quels indicateurs que tu essayes de mesurer? C'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre d'employés, c'est quoi? C'est la quantité de produits finis que j'ai vu sur le marché. D'accord. Eux, ils produisent quelle quantité par mois? Mais comment tu vas donc savoir que vous êtes déjà concurrent? Parce qu'il faut que tu aies ces informations pour savoir que eux, ils produisent 100, moi je produis déjà 120 ou 98. Eux, ils ont 20 produits sur le marché, moi j'ai 27. Il faut que tu aies des éléments concis et précis pour pouvoir mesurer ton objectif. Quelle est la remarque que vous faites de leur présentation? Manque de précision. Quoi d'autre? La logique. Manque de logique parfois. On a vu plusieurs exemples avec les community managers, les restaurants, la formation en génie logiciel. Quoi d'autre? Concision. Oui, on a parlé de la concision tout à l'heure, qui va un peu dans la précision aussi. On a quoi d'autre qui manque? Les métaphores. Vous n'essayez pas de nous faire visualiser ce que vous dites pour qu'on puisse mieux comprendre même pourquoi est-ce que vous voulez y aller. On ne voit pas les émotions. Qu'est-ce qui te pousse à produire le soja comme tu le fais actuellement? C'est quoi? Tu as eu un problème avec le soja quand tu étais jeune, ta mère ne te donnait pas assez de soja. Quelle est l'histoire derrière? Quelles sont les émotions qui vont pousser les gens à se dire « Waouh, ça c'est un projet à encourager » parce que tu n'es pas la seule à faire le soja. Qu'est-ce qui va pousser à ce que les gens se disent que c'est ton soja qui est le plus intéressant? Ou alors c'est ton projet qu'il faut soutenir? Quelle est l'image que tu projettes? Est-ce que tu es venu avec les produits? C'est là, c'est dans le sac. Pourquoi? Comment s'appelle ta marque? Tu n'as pas de marque? Je travaille encore dessus. Tu n'as pas de marque? Yeah. C'est trop grave. Non, là c'est trop grave. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 2 ans, mais de façon traditionnelle. C'est 2 ans perdus. Donc mieux tu ne faisais même pas tout ça, tu faisais seulement la marque. Bon, ce n'est pas pour dire que le travail que tu fais n'est pas excellent, mais il faut que tu penses à avoir une marque très rapidement. Parce que c'est ça qui te permet non seulement de te démarquer, de te faire connaître et de donner une valeur plus importante à ce que tu fais. Parce que l'image que tu transmets, c'est pour augmenter la valeur de ta marque. J'ai un nom, mais je ne communique pas encore. Ça s'appelle comment? Malia. D'accord. Et tu comptes changer ce nom, c'est ça? Non. Ça veut dire que c'est ça ta marque? Oui. Et pourquoi tu dis que tu n'as pas de marque? Quand tu vends tes produits, tu mets ce nom dessus? Pas encore. C'est là que je voulais en venir parce que je viens de prendre une formation pour améliorer la formule. D'accord. Donc c'est pour ça que je n'ai pas... Non, la formule n'a rien à voir avec la marque.
La formule n'a rien à voir avec la marque. La preuve, c'est qu'il y a des produits que tu consommes qui chaque année changent. Mais la marque est restée la même. Tu vas consommer un yaourt cette année, l'année suivante, tu te rends compte que le yaourt a changé. Mais c'est toujours la même marque. Parce que toute entreprise est dynamique. Toute entreprise a un département recherche et développement qui continuellement améliore la qualité des produits. Donc, tu ne vas pas te baser sur le fait que ton produit n'est pas encore excellent pour ne pas avoir de marque. Non, ton produit ne sera jamais parfait. Le produit est sans cesse en train de s'améliorer, en train d'évoluer. Et tous les produits, c'est la même chose. Que ce soit les grandes multinationales ou les petites entreprises, le produit sans cesse s'améliore. Donc, crée ta marque urgemment, avant lundi. Tu dois avoir ta marque déjà, sur laquelle tu communiques, parce que c'est la marque que tu vends, ce n'est pas le soja. Parce que cette marque-là est attribuée ou alors correspond à un certain nombre de valeurs que tu attribues à tes produits. Les procédés de transformation, les intrants, la traçabilité des intrants que tu utilises, la manière par laquelle tu distribues tes produits, les personnes avec qui tu travailles, la vision qu'il y a derrière l'entreprise, les produits et les services dérivés qui vont en découler par la suite. Tout ça, c'est la marque. Tout ça, c'est la marque. Donc, il faut absolument que tu aies une marque. 10 ans. On est dans le bois. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, ça fait déjà quasiment 8 ans que je travaille dans le secteur du bois. D'accord. Et depuis 8 ans, on exploite le bois de la même manière. Oui. On transporte de la même manière et on commercialise de la même manière. Donc, je me suis dit que dans un pays où le bois représente carrément 3% du produit intérieur brut, il serait pertinent de se faire une place dans le secteur. Notamment, d'avoir une entreprise qui exploite et qui transforme le bois. Et ça va permettre de pouvoir réduire les exportations. Parce que la majorité du bois, quand on travaille chez nous, on exporte. Ce qui est bien, on exporte. On est quasiment à 75% du bois. C'est calme. Donc, on exporte quasiment 75% de notre production de bois. La meilleure qualité de bois est exportée. Ça veut dire que finalement, nous, on reste ici, on a... Les déchets. Les déchets, voilà. Oui. Donc, je me dis qu'il serait mieux de changer ça. Et je me dis que dans 10 ans, je pourrai avoir une entreprise qui exploite et qui transforme le bois. Là, ce n'est pas concis. Parce que quand tu dis une entreprise qui exploite et qui transforme le bois en quoi? Notamment en meubles, les meubles et... Pourquoi meubles? Les meubles parce que c'est ce qui est le plus utilisé dans notre... Est-ce que tu as les statistiques? Les statistiques des meubles, non, mais je sais que partout, on a les... Non, partout, ça ne veut rien dire. Partout, ça ne veut rien dire. Partout, ça ne veut rien dire. Parce que tu ne sais pas d'où viennent les meubles qui sont partout. Oui, justement, on importe. Pourquoi on importe alors que c'est fabriqué localement aussi? Parce que il n'y a pas une certaine qualité, en fait. Je me dis que... Pourquoi il n'y a pas cette qualité? Parce qu'il n'y a pas de bons menuisiers. Et pourquoi il n'y a pas de bons menuisiers? Il n'y a pas de bons menuisiers parce qu'on ne prend pas suffisamment ce métier au sérieux. Et comment on va faire pour prendre ça au sérieux dans 10 ans? C'est toi qui vas faire qu'on prenne ça au sérieux avec ton atelier? Ou qu'est-ce qui va se passer? Je me dis que ça va prendre du temps, mais c'est pour ça que je ne me concentre pas juste dans le secteur de la menuiserie. Dans 10 ans, tu vas donc faire quoi pour que le projet marche? Je vends d'abord en attendant. Donc dans 10 ans aussi, tu seras en train de vendre? En attendant que ça change. Je vends et on améliore ce qui se fait déjà. Donc ça veut dire qu'on fabrique, on essaye d'améliorer jusqu'à pouvoir obtenir une... Mais est-ce que dans 10 ans, on aura les meilleurs menuisiers? Si tu continues comme ça. Puisque depuis que tu fais ça 8 ans, les menuisiers sont toujours médiocres. Non, je ne fais pas ça depuis 8 ans. Tu es dans le domaine du bois depuis 8 ans. Et ta vision dans 10 ans, c'est d'avoir un atelier qui transforme le bois. C'est ça? Une entreprise en fait, oui. Une entreprise qui transforme le bois. Qui exploite et qui transforme. Avec quel menuisier? Les menuisiers, certains avec qui je travaille actuellement, parce qu'ils fabriquent les meubles et moi je vends ça. Et s'ils sont morts? Ils sont combien, les menuisiers là? Actuellement, je travaille principalement avec 3 menuisiers. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement mourir dans 10 ans. Puisqu'ils ne sont que 3. Tu connais le nombre de personnes qui sont mortes aujourd'hui? Ils sont morts aujourd'hui.
C'est des milliers de personnes. Mais même dans 10 ans, moi, il peut être mort. C'est pour ça que je dis donc, si tu restes le seul vivant, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas exactement. Parce que là, on est en train de parler de l'un des éléments que j'ai donné tout à l'heure qui s'appelle le logos. Le logos, c'est la logique. Oui. La logique, ça veut dire que tu es dans un secteur d'activité qui est dynamique, qui change tout le temps. Tu es dans un secteur d'activité qui ne dépend pas seulement de toi, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Tu as parlé des menuisiers, ça ne dépend pas de toi. Justement. Ce n'est pas toi qui formes les menuisiers. Il peut même avoir une loi qui sort la semaine prochaine qui interdit même l'importation ou l'exportation du bois. C'est possible, ça ne dépend pas de toi. Et quand tu es donc dans un secteur d'activité dans lequel il y a des contingences internes et externes qui ne dépendent pas de toi, quand tu fixes ta vision, dans la logique, tu dois prendre en considération ces influences-là et en parler. Tu dois pouvoir expliquer comment tu vas faire pour avoir des menuisiers compétents dans 10 ans. Tu dois pouvoir nous expliquer comment tu vas faire pour que les coûts de production soient faibles parce que ton atelier sera artisanal. Comment tu vas faire pour compétir avec ceux qui produisent de manière industrielle, avec ceux qui utilisent le copeau pour faire des meubles et qui seront sur ton marché et qui seront plus compétitifs parce que moins coûteux et qui ont des finitions meilleures parce qu'ils ont un système de production qui est plus pointu. Comment tu vas faire? Là, on est maintenant dans la logique de comment tu vas développer le projet. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses persuader les gens à adhérer. Si tu dis juste que je fais 8 ans dans le bois, dans 10 ans, je compte créer un atelier qui transforme le bois, quelqu'un qui t'écoute, il va dire, bon, ce monsieur ne sait pas ce qu'il dit. Alors que peut-être au fond, tu maîtrises, mais la manière dont tu communiques dessus n'est pas suffisamment persuasive. Ça marche? Ça marche. 10 ans. Après la soutenance à Polytech, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Après la soutenance à Polytech, dans 10 ans, j'aimerais avoir une grande ferme. Grande, ça veut dire quoi? Quand on dit grande, ça signifie quoi? C'est une ferme de combien? 20 000 poulets? Non. 50 000? 10 000? La ferme, ce n'est pas seulement les poulets. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas concis. Parce que tu sais que dans notre environnement, quand on dit ferme, la perception, c'est le poulet, non? Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de poulet directement. Ça montre que ce n'est pas concis. C'est 10 000, c'est donc une grande ferme de quoi? L'élevage porcin. D'accord. Est-ce que ça a un nom plus spécifique que ferme? J'oublie le nom hier. D'accord. Combien de porcs? 2000. 2000 porcs. Oui, dans 10 ans? Oui. Ok. Parce que Polytech ne me... Bon, dis ça c'est quelle comme filière ça, Polytech? Management des systèmes d'information. Ok. Bon. Ce n'est pas pour dire que je n'aime pas la filière, mais elle ne me passionne pas. Parce qu'après avoir fait Polytech, elle ne me passionne pas. L'une des écoles les plus plébiscitées de ce pays, dont les gens pleurent après avoir échoué, recomposent 1001 fois, payent cher des millions pour y accéder, mais ne réussissent pas. Donc tu fais partie de l'élite de ce pays. Tu fais partie des 1% des étudiants qui ont réussi avec beaucoup de témérité d'entrer dans une formation ou alors dans une école professionnelle aussi pointue. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont échoué Polytech avec 19 de moyenne? Et ils ont eu 19, ils ont échoué. Donc toi, tu es plus favorisé qu'eux qui étaient extraordinaires. Et c'est ton mérite de pouvoir sortir d'une école aussi prestigieuse et dans 10 ans d'avoir une ferme de porcs, de 2000 porcs. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? C'est vraiment, c'est quelque chose de, c'est extraordinaire. C'est ouf en fait. Moi, je pense seulement à ceux qui ont échoué avec 19 et qui vont voir que dans 10 ans, tu es en train de faire ce que leur père fait au village sans école depuis 20 ans. Mais je comprends ce que tu dis. Je dis juste ça pour que les gens puissent voir aussi ce qu'on appelle la perception et la logique. Parce que quand tu vas te présenter, tu vas forcément dire « je m'appelle tel, j'ai fait telle formation, je viens de soutenir à Polytechnique. » On va dire « waouh, Polytech, on s'attend à quelque chose de costaud. On s'attend à un projet de l'arme nucléaire, construire les bateaux, les avions, les aéroports. » Et du coup, comment tu vas faire pour expliquer aux gens qu'on passe de Polytech au port? C'est là où ça sera complexe.
Et si tu rates cette transition dans la manière de présenter, tu perds les gens totalement. Donc le travail que tu dois faire, c'est au niveau de cette transition. C'est très important. Et la transition n'est pas très compliquée. Tu peux créer un système automatique de gestion de tes ports qui prend en considération la compétence que tu as eu à développer à Polytech pour améliorer la manière de gérer tes ports. C'est possible. Ça veut dire que tu as appris quelque chose à Polytech et tu as adapté cette formation dans l'élevage des porcs pour mieux élever, pour moderniser ta manière de gérer ta ferme. Oui, parce que de toutes les manières, même dans ta ferme, il y aura un système d'information à gérer que tu peux informatiser, qui peut permettre de pouvoir mieux gérer les porcs. On peut mettre les capteurs sur les porcs qui permettent d'avoir les informations sur les porcs, notamment par exemple le poids, notamment par exemple la température, qui permet de contrôler l'état de santé des porcs dans une application mobile, qui permet de suivre de manière dynamique les porcs. Lorsqu'on prend un malade, on peut savoir quels porcs, ils sont numérotés. L'application permet de les géolocaliser. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Tu ne vois pas que si tu présentes comme ça, les gens vont se dire « Waouh, elle a fait Polytech, elle veut révolutionner l'élevage des porcs. » C'est plus intéressant. Même si tu ne vas pas le faire. Même si tu ne vas pas le faire, tu dois faire comprendre que c'est un processus. On ne peut pas commencer directement à mettre les capteurs sur les porcs. Non, il faut d'abord qu'on commence par 5 porcs, 10 porcs, 50 porcs. On vend, on voit si ça marche. Dès qu'on va atteindre 500 porcs, 1000 porcs, lorsqu'on aura plus de moyens, on met déjà 2 capteurs, 5 capteurs, 10 capteurs. Donc c'est un processus. Et dans le chronogramme de développement du projet, ça vient à la 4e année. Mais quand tu présentes, il faut que tu montres bien la transition qui te pousse de Polytech à ce projet. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, les gens vont rire seulement que mais finalement, on forme les gens pour qu'ils fassent même quoi, non? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et là, c'est l'étape de ce que j'appelais la logique. Il faut que ce soit logique, ce que tu dis. Il faut que ce soit cohérent. Tu voulais compléter quelque chose? Je voulais utiliser la partie des émotions. D'accord, vas-y. Je voulais dire que ce projet m'a passionné parce que une fois au lycée, j'étais à l'école, j'étais au privé. On m'a chassé l'école parce que la pension n'était pas complète. Je suis rentrée, maman a vendu un porc et je suis repartie à l'école. Donc c'est ça qui m'a passionné à dire que c'est ce que je veux faire parce que ça a de l'argent, il y a de l'argent à l'intérieur. Si elle n'avait pas ces porcs le jour-là, je ne serais pas allée à l'école. C'est comme ça que tu dois raconter ton projet. Tu dois commencer par ça. Un porc a sauvé ma vie. En 2017, avec beaucoup de bravoure, je me présente au concours de Polytechnique Yaoundé. L'École nationale supérieure Polytechnique Yaoundé existe depuis tel nombre d'années et a formé pratiquement une génération de 50, ou je ne sais pas, 500 ingénieurs au Cameroun, dans tel secteur d'activité. C'est l'une des écoles les plus pointues. Chaque année, sur 1000 candidats qui passent ou qui présentent ce concours, on ne retient que 40. Et en 2015, je faisais partie des 40 dans tout le pays. Dès que j'arrive dans cette école, je me retrouve confronté à un problème socio-économique parce qu'un jour, avant un CC, l'administration entre en classe avec une liste des personnes qui n'avaient pas payé la pension et mon nom faisait partie de cette liste. Figurez-vous que la pension n'est que de 50 000 francs. Et mes parents n'avaient pas réussi à payer cette pension. Encore qu'on paye en tranches. Je me retrouve dehors, je rate le CC, je rentre en pleurant à la maison. Lorsque j'arrive, maman me demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Maman, je viens de rater un examen en classe parce que je n'ai pas pu payer la pension. Je suis déboussolé, je vais certainement reprendre cette année. » Et elle me dit « Ma fille, voici ce que nous allons faire. Allons à la ferme. » Elle me conduit donc à la ferme où elle avait une ferme de pratiquement 15 porcs. Elle me demande de préparer un porc. Je l'accompagne au marché et en moins de 2 heures de temps, nous vendons le porc à 250 000 francs. Elle prend 50 000, elle me donne, elle me dit « Va payer ta pension ». C'est comme ça que je continue mes études à Polytechnique et je viens de soutenir ma thèse avec mention « Excellent ». Tellement ça m'a marqué que je me suis dit « Comment font les autres étudiants qui n'arrivent pas à payer leur pension ? Est-ce qu'un porc ne pourrait pas aussi sauver leur vie ?» C'est ainsi que je décide de créer une ferme où je recrute uniquement des étudiants qui gagnent des commissions sur chaque porc vendu, commissions qui sont utilisées exclusivement pour payer leur pension et ne plus permettre que ce genre de drame puisse se produire. Est-ce que vous êtes intéressé par ce projet? Est-ce que vous voulez contribuer à réduire les drames qui se produisent dans nos universités? Parce que ça pourrait être un ingénieur demain,
Ça pourrait être un médecin qui va soigner votre femme, qui actuellement est en train de souffrir à l'hôpital, qui n'a pas pu continuer ses études malgré le fait qu'il soit excellent, parce qu'il n'y avait pas 30 000 francs. Un porc peut sauver une vie. J'en suis la preuve vivante. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant? Si, ça l'est. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Tu vois qu'on a mis tout. On a mis l'image, on a mis les émotions, on a mis la logique. On a mis un élément fondamental. Je parlais de la figure de style tout à l'heure. La métaphore. Un porc qui sauve une vie. C'est une métaphore. Mais comment un porc sauve une vie? On fait directement les vidéos sur toi. Regarde une fille qui dit que le porc a sauvé sa vie. On prend une fois le porc, on met avec elle. On dit, vous voyez, elle se met en couple avec les porcs. Je suis sûr qu'elle dort même avec le porc la nuit. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Mais ça permet de mieux comprendre. Ça permet de projeter une image pour que les gens soient saisis par la pertinence de ce que tu es en train d'expliquer. Et c'est concis, c'est précis. Maintenant, après, je pourrais ajouter des statistiques. Je pourrais parler de l'élevage des porcs au Cameroun. Je pourrais parler de la filière porc, des dérivés de transformation du porc, le saucisson et tout ce qui va avec. Je pourrais parler de la formation que j'ai eu à faire à Polytechnique et comment je vais l'intégrer dans ma ferme pour que ce soit, je veux dire, un élevage qui soit plus moderne, plus intéressant. Voilà comment tu peux présenter ton projet. Et avec l'histoire, ça transmet donc toutes les émotions qui vont avec. On voit l'émotion de la fille qui pleure. On voit la douleur. On voit l'émotion de la maman qui est déboussolée. Elle se dit, mais ma fille va échouer. On voit l'émotion de quelqu'un qui est brillante parce qu'elle a réussi un concours qui n'est pas donné à tout le monde. On voit l'émotion de quelqu'un qui est excellente parce qu'elle a réussi à soutenir avec une mention excellente. C'est ça. Ça veut dire que toutes les étapes se retrouvent dans la présentation. C'est ça qui rend plus persuasif. Ne présentez jamais sans que chacune de ces étapes ne se retrouve dans votre présentation. Ce ne sera pas intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner 20 minutes de pause pour que vous puissiez préparer un speech de 5 minutes de ce que vous voulez être dans 10 ans en prenant en considération toutes ces 5 étapes. Ça veut dire que pendant les 20 minutes de pause, chacun va se dire, 1. Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans? 2. Comment présenter ça de manière persuasive en prenant en considération toutes ces 5 étapes-là? Et après la pause, chacun va passer devant, présenter pendant 5 minutes chrono. Et après, on va évaluer quelles sont les meilleures présentations. C'est par là qu'on va terminer avec la formation. Est-ce qu'il y a des questions avant l'exercice? Et si ce n'est pas clair? Si, qu'est-ce qui n'est pas clair? Ce n'est pas clair. Tu as 20 minutes pour rendre tout ça clair et classer ça et venir présenter. En 20 minutes, c'est largement suffisant pour rendre tout ça clair. Et ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est un exercice. Ça veut dire que ce que vous faites ici, maintenant, ce n'est pas forcément ça que vous allez faire dans 10 ans. C'est un exercice. Ça veut dire que ça vous permet de comprendre le processus à suivre lorsque vous avez un objectif à atteindre, lorsque vous souhaitez persuader des gens. Donc, faites l'exercice avec un objectif que vous allez vous fixer, mais après, vous allez bien évidemment mieux réfléchir sur votre objectif, mieux réfléchir sur votre vision et désormais, chaque fois que vous aurez à convaincre des gens ou alors à persuader des gens à adhérer à une conviction que vous voulez développer, vous sauriez quelles sont les étapes à suivre et comment est-ce qu'on le fait. En 2020, la police militaire a failli...